Bonjour Gérard, merci d'être avec nous ce matin dans un format qu'on inaugure un peu, un nouveau format de la Fondation. On te reçoit ce matin pour évoquer avec toi les élections européennes, bien entendu celles qui vont se dérouler dans quelques semaines, c'est le principe, mais évidemment pour profiter de ton expérience et de ta sagesse, je n'en doute pas, essayer de regarder un peu dans le rétroviseur, pour voir un peu les dynamiques politiques qui sont à l'œuvre à l'occasion de ces différentes élections européennes, donc qui ont lieu au suffrage universel pour l'élection du Parlement depuis 1979. Donc voilà un peu l'objet. Et alors je commence tout de suite par une question en fait assez simple, simple à exprimer, sans doute moins simple à y répondre. Quels sont selon toi les enjeux de ces élections européennes-là, qui vont avoir lieu, donc je le rappelle, le 26 mai prochain? Alors, il est de coutume avant chaque élection, européenne ou pas, de dire que l'élection à venir est essentielle pour le futur. Nous sommes à un carrefour, l'obstacle est haut, mais nous allons surmonter les difficultés. Et donc, pour mobiliser l'opinion, on singularise les enjeux. Il semblerait néanmoins que cette fois, une certaine emphase sur la question des enjeux est un corpus historique. En d'autres termes, en classant très rapidement les enjeux, disons, au niveau du monde, de l'Europe et de la France, au niveau du monde, alors, la question c'est est-ce que le monde regarde l'Europe? Et avec quels yeux la regarde-t-elle? Et y a-t-il une évolution, comment dirais-je, de la lecture du processus historique de construction de l'Europe, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, qui soit linéaire, progressif, ou au contraire, l'Europe ne serait-elle pas en déclin? Alors, déclin absolu ou déclin relatif, c'est le débat. Néanmoins, nous serons regardés, pas simplement en Chine et aux États-Unis, mais aussi naturellement en Afrique et dans tous les pays. Alors ça, c'est, disons, le questionnement. Donc l'enjeu, comment réattirer le regard du monde sur une Europe qui a tant joué sur le cours historique du monde depuis 2 ou 3 siècles. Au niveau européen, naturellement, il était de coutume d'évoquer la césure entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, entre telle ou telle culture, plutôt catholique, plutôt protestante, etc. Puis avec l'arrivée des pays de l'Est, comment ces derniers allaient s'intégrer économiquement, socialement, culturellement, après la rupture quand même du mur de Berlin, est-ce que ça allait avoir des traces et des conséquences électorales et, disons, de gouvernance de chacun de ces pays et avec un effet sur l'Europe? Alors ça, c'est une question qui se pose. Là, en plus, la crise européenne, elle est quand même depuis une décennie, peut-être un peu plus, elle est latente. Elle est pas seulement économique et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est presque existentielle, tant il est vrai que ses finalités n'apparaissent plus aussi clairement que du temps des pères fondateurs. Au niveau de la France, mille et une questions. Tous les enjeux peuvent se lire, bien évidemment, par rapport aux élections à venir et aux modifications du système des partis, du système politique lui-même, de la participation bien évidemment, et l'appétence par rapport à l'Europe ou une forme d'européisme, c'est-à-dire d'indifférence, ce qui ne signifie pas l'hostilité ou l'euro négatif, si j'ose dire. Alors voilà les 3 enjeux, donc on va les évoquer. Et On va les reprendre petit à petit un par un. Faisons néanmoins un petit détour. Donc, je disais tout à l'heure que les élections européennes pour le Parlement européen existent donc depuis 1979. Donc, c'est quelque chose
qui à l'aune de l'histoire est très récent, à l'aune d'une génération l'est un peu moins, Oui. puisque ça fait donc maintenant 40 ans que ces élections européennes démocratiques existent. Donc c'est la 9e fois que les citoyens européens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés européens. Avant de revenir sur quelques-unes de ces élections qui ont quand même marqué un peu l'histoire à la fois de l'Europe mais également de notre famille politique, dans laquelle au moins de laquelle nous sommes issus, si l'on devait retenir un ou deux traits communs à l'ensemble de ces suffrages, quels pourraient-ils être selon toi? Alors, tout d'abord, revenir à 1979 et peut-être s'étonner qu'après le traité de Rome 1957, il ait fallu attendre 22 ans. 22 ans pour faire la première élection au suffrage universel, car l'idée était contenue dans le traité. Et alors, il y a eu ensuite des élus des différents parlements qui ont été nommés, etc. Mais le processus a été lent. Puis, il y a eu une petite accélération au cours des années 70. Il fallait bien quand même accomplir le traité de Rome. Et donc, voilà. Alors, on y reviendra peut-être sur les modes de scrutin ultérieurement. Et donc, les deux idées dominantes, c'est quand même l'inappétence du corps électoral européen globalement, avant et après les différents élargissements. L'idée dominante, c'est quand même qu'il y a une distanciation entre les populations, les opinions, les peuples et la chose européenne. Je vais dire la chose volontairement, et ça, c'est le fait dominant, écrasant même, si j'ose dire, puisqu'on est à des seuils aux dernières élections en 2014, où, par exemple en France, c'est 57% sans compter même les blancs et nuls. Oui. Donc c'est des taux 57% d'abstention. D'abstention, oui, oui. Des taux extravagants. La précision est nécessaire, effectivement. C'est quand même extravagant au regard de l'impératif démocratique. Et puis une autre tendance globale serait plutôt alors les cycles de politique intérieure dans chacun des pays étant différents et pas synchrones, on peut dire quand même qu'il y a une tendance à l'expression d'un vote sanction à l'endroit des gouvernants qui n'est pas propre aux européennes, qui est propre en général aux élections intermédiaires. C'est ce qui les définit d'ailleurs, en partie. Voilà. Donc ça, ce sont les deux grandes idées qu'on va retrouver à travers notre conversation ultérieurement. Alors, justement, on parlait de cette première élection de 1979. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même un peu, avec un angle d'attaque un peu différent des deux premières questions, quel était le contexte, qui était quand même un peu particulier, en France à ce moment-là, en 1979, donc 2 ans avant la victoire de 1981, mais était-elle inscrite en 1979? Ce serait un peu cédé à de l'Uchronie que de le croire, et plus particulièrement encore au Parti socialiste, puisque, on le rappelle, 1979, ça suit 1978, jusque-là rien de nouveau, mais 1978, c'était quand même la déception des élections législatives où la gauche, les gauches, et notamment le Parti socialiste, n'avaient pas réussi à remporter ces élections législatives, et on sait suite à quoi, c'est-à-dire à la non-reconduction du programme commun de la gauche. Donc il y avait un contexte un peu particulier. Est-ce que tu peux nous le rappeler, nous le préciser? Alors, y compris dans la mécanique du Parti socialiste d'alors, de 79. Dans mon souci méthodologique dominant, qui est la relativisation des choses en général, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne faut pas hiérarchiser. Effectivement, tu poses bien la question entre 1978 et 1981, donc une législative, une présidentielle, toutes les deux gagnées par la gauche électoralement, mais pas politiquement. Je rappellerai quand même que c'est pour la première fois depuis 1945, et même sans doute sous la Troisième République, même certainement, que la gauche totale, l'agrégat de toutes les forces
qu'on appelle de gauche, atteint 50,5%. C'était sans précédent et ça n'est jamais arrivé de nouveau. Donc là, on avait une gauche très forte avec le programme commun, la montée en puissance du Parti socialiste, le basculement du rapport de force à la faveur du Parti socialiste en 1978 pour la première fois depuis 1936, puisqu'en 1945, le Parti communiste était dominant. Donc on a là un élément. À l'intérieur du Parti socialiste, il y avait quand même, à l'issue de l'échec politique, le succès électoral, si j'ose dire, mais échec politique, puisque Giscard, président de la République à l'époque, gagne les élections législatives, par mauvais report du Parti communiste sur le Parti socialiste à la suite de la rupture du programme commun. Bon, n'y revenons pas avec trop de précision. Et la bataille à l'intérieur du Parti socialiste entre une personnalité émergente depuis quelques années qui était Michel Rocard et, disons, le tenant de l'incarnation de l'union de la gauche qui était François Mitterrand, notamment depuis 1965. Donc on avait là à l'intérieur même un enjeu important. Enjeu du rapport de force au sein de la gauche, un enjeu à l'intérieur du Parti socialiste. François Mitterrand est en tête de liste, Michel Rocard soutenait bien évidemment, mais il avait dit au soir même de 1978 qu'il était le candidat potentiel virtuel sans être naturel pour 1981. Alors, c'est ça le contexte. Et il y a eu entre 1978 et les européennes de 1979 le fameux congrès de Metz qui avait clarifié les choses, Michel Rocard déclarant qu'il ne serait pas opposant, même si ensuite il y a eu l'appel de Conflans, mais enfin, n'entrons pas trop dans les détails. Donc, il y a une bataille qui est là, donc vérifier à travers ces élections que le courant socialiste demeurait, depuis 1978, si j'ose dire, dominant au sein de la gauche, continuant sa poussée, effectivement, et puis, à travers le score, l'estimation que François Mitterrand pourrait être le candidat naturel. Il l'était déjà naturel, mais là, si j'ose dire, relégitimé par un succès électoral. Le score rêvé, en 1979, étant plus de 25%, je me souviens un dialogue avec Mitterrand là-dessus, mais ça pourrait être long. Mais moi, j'étais tenant contrairement à l'IFOP de l'époque et Jean-Marc Lèche, et qui avait beaucoup d'influence sur les conventionnels, puisqu'il fut conventionnel, disait qu'il ferait 25%. Et je me souviendrai toujours, au lendemain des Européennes, Mitterrand qui, au 13 bis, place du Palais Bourbon, me faisant le signe lorsque le petit pot... Il me dit, vous avez raison, et je me suis dit, il me prend pour un expert, il faut que je le devienne. Et voilà, donc pour retenir l'essentiel, donc le rapport de force au sein de la gauche, la personnalité de François Mitterrand, et quand même plus globalement l'équilibre gauche-droite. À l'époque, il n'y avait pas d'extrême droite, on est dans le fameux quadrille de polarisation des forces politiques, donc deux forces à droite, deux grandes forces à gauche, et voilà, et après, les choses ont se modifié. Je rebondis parce que tu fais référence à François Mitterrand, tête de liste en 1979 pour le Parti socialiste en France. C'est d'ailleurs une tradition que l'on relève à chaque élection européenne nationale, c'est-à-dire jusqu'en 1999, où le mode de scrutin en France est national, où c'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui tire la liste. Je ne fais aucune référence, en tous les cas pour le moment, à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est une caractéristique que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres forces socialistes européennes. Ce n'est pas toujours le premier secrétaire ou le président du parti socialiste ou travailliste ou social-démocrate qui tire la liste. Je pense notamment à l'Allemagne, où ce n'est pas forcément du tout le leader naturel, en quelque sorte, de la force socialiste qui tire la liste. À quoi cela est-il dû, à ton avis? Est-ce qu'il y a des raisons culturelles? Est-ce que c'est finalement que les Français, ce qui leur est souvent reproché, ont une vision un peu éloignée de l'utilité démocratique du Parlement européen et que finalement l'importance de l'élection européenne, c'est surtout l'importance nationale moins que les enjeux européens? Je crois que
Alors, j'ai pas approfondi beaucoup cette question parce que c'est assez compliqué de retrouver les historiques qui étaient tête de liste, mais globalement, c'est quand même le système politique lui-même et le système politique institutionnel, voire constitutionnel, qui peuvent expliquer le fait que ce ne soit pas avéré. D'autant plus qu'on peut, qu'on pouvait et je crois qu'on peut encore, dans beaucoup de pays européens, être premier responsable d'une formation politique et être ministre, voire Premier ministre, et ce qui poserait un problème, notamment dans des coalitions, poserait un problème qu'un des ministres tire une liste, etc. Donc moi, c'est l'une des explications que je vois. Sur la France, le fait que ce soit ainsi mérite une réflexion sur les dynamiques politiques des partis. Donc là, la perspective de 81 que nous venons d'évoquer tout à l'heure, François Mitterrand ne pouvait pas laisser la liste. Là, ensuite, en 1984, Lionel Jospin était premier secrétaire. Donc voilà, il se devait. Mais ce qui ne pourrait pas se faire aujourd'hui, beaucoup y allaient pour quelques mois et ensuite. Donc ce qui n'est plus possible aujourd'hui. La culture politique. Légalement d'ailleurs. La culture politique et dans la culture politique, les institutions, bon que ce soit l'inverse, interdit ça. Donc en 89, c'est Laurent Fabius, etc., qui n'est pas premier secrétaire d'ailleurs en 89. Donc déjà, on voit. Ouais. Et voilà, donc là-dessus. La question est, mais tu n'as pas osé la porter, mais moi qui aime bien un peu... Non, je voulais la porter plus tard, mais tu peux la porter maintenant. Oui, non, c'est le fait que pourquoi en 2019, la question de la non-candidature du premier secrétaire, mais à la limite, ça serait anecdotique si quelqu'un d'autre du Parti socialiste avait été tête de liste. Là, c'est une double contrariété par rapport à encore qu'on a déjà vu une exception, mais enfin bon, voilà. Une tendance, générale. Par rapport à une tendance qui était devenue quasi culturelle au Parti socialiste, c'est que c'est quelqu'un qui est non membre du Parti socialiste qui devient tête de liste, en l'occurrence Glucksmann. Et là, ça pose un problème quasi existentiel, c'est-à-dire que alors soit c'est le préalable à la fin du Parti socialiste dans ses institutions, dans sa structure, dans son projet, bref, dans son histoire, et que c'est une manière métaphorique pour montrer ce que doit devenir le Parti socialiste, c'est-à-dire non uniment socialiste et voire dirigé par quelqu'un qui ne l'est pas. Et là, naturellement... Ce qui rappelle d'ailleurs d'autres époques du Parti socialiste. Oui, mais François Mitterrand, quand il gagne à Épinay dans un congrès. Et certes, il a été soutenu par le Parti socialiste. Mais en 1965, il est candidat soutenu par l'ensemble des forces de gauche, alors qu'il n'est pas évidemment membre du Parti socialiste à l'époque. Oui, il fait partie de l'ensemble des trucs avec la Convention des Nations républicaines. Mais là, c'est pour une élection présidentielle dont l'essence même est le rassemblement de différentes forces. Or, il y a une sorte de travestissement aujourd'hui dans un certain commentaire ou discours par rapport à ces élections européennes, lorsqu'on nous dit « mais il faut une union de la gauche ». Mais l'appel à l'union de la gauche aujourd'hui prend du sens que par rapport à la faiblesse des familles à l'intérieur de la gauche. Imaginons un parti socialiste autour de 10%. Pourquoi faire l'union de la gauche? On laisse les écologistes, comme d'habitude, avoir leur liste, d'autres listes périphériques, etc. y aller. Le problème, c'est que quand on travestit pas, mais quand on instrumentalise un principe d'union, alors qu'en fait c'est pour cacher la misère, c'est-à-dire du résultat. Donc rassemblons-nous et pour faire un effet. Mais tout le monde voit bien que il n'y a pas une maturité aujourd'hui pour une union de la gauche. On verra dans quelques années. Mais là, donc voilà, il y a un peu tout ça qui est... Faudrait-il déjà s'entendre entre soi sur la définition de ce qui appartient à la gauche et ce qui n'en est pas d'ailleurs. D'une part, alors ça, y compris dans chacune des organisations politiques. Alors, par chacune des organisations politiques et pour les analystes, observateurs, autres, oui, mais c'est surtout, puisque l'enjeu est européen,
quel est le projet commun européen entre, alors on voit bien entre certaines forces c'est possible, mais après il y a le choc, les rémanences des appareils politiques, l'égotisme, et quand on a quitté un parti, je pense notamment à Benoît Hamon, refaire alliance un an après avec le même parti. Bon, il y a là une conjonction historique qui fait que les beaux schémas explosent en vol, surtout quand il n'y a pas un substrat de volontarisme et qu'il y a un socle faible. Et alors, tu parlais justement finalement de la question idéologique. Il y a un élément sur lequel je voulais t'interroger. On sait que le Parti socialiste a une histoire compliquée avec la question européenne. Et ça ne remonte pas au référendum interne, puis au référendum de 2005. Ça remonte à l'histoire bien plus ancienne. On sait les difficultés avec le traité de Maastricht. On se souvient du slogan de Lionel « Disons non au non ». Mais si on remonte encore plus loin, on se souvient des difficultés qu'a éprouvé François Mitterrand lui-même au moment de l'entrée du Royaume-Uni. C'est d'actualité. À l'inverse, avec une partie importante 72, oui. de son parti en 1972. Et si on remonte encore plus loin, on se souvient également des difficultés au sein de ce qu'était alors la SFIO, à la fois avec le traité sur la Communauté européenne de défense en 1954, puis sur la création de la CE en 1957, où le groupe parlementaire avait quand même donné liberté de vote à ces parlementaires, ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence, ou en tous les cas une évidence pratique, mais ce qui à l'époque était une certaine novation. Est-ce que depuis, donc, je fais tout ce détour pour en revenir à cette question, est-ce que depuis les élections de 79 à aujourd'hui, quelle est selon toi la grande évolution de l'appréciation socialiste de la question européenne? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs, encore aujourd'hui? Alors, historiquement, le Parti socialiste est pro-européen. On va dire, voilà, d'un point de vue général, même avant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs aussi, il y avait des débats sur l'Europe. Bon, il y a eu surtout une certaine idéalisation de l'Europe, et je dirais pas seulement après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi entre les deux guerres, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Dans le fond, le plus jamais ça de 1919, bon, bah, ça veut dire aussi la question des nations. Et dans un ensemble plus vaste, supranational, la formule, je crois, interviendra après, mais voilà, donc la question, elle est là, c'est que chaque individu européen est tiraillé entre, si j'ose dire, une pulsion nationale et un idéalisme qui transcende les nations, alors après on l'appelle comme on veut. Et le socialiste, il est ça. En plus, il y a l'internationalisme donc, qui est consubstantiel à son idéologie, donc le dépassement des nations, ou des relations privilégiées, bon, le refus de la guerre, etc. Alors là, depuis 1979, je dirais qu'il y a eu quand même, dans les années 70, on est encore au Parti socialiste globalement européiste, c'est-à-dire quelque chose de fédéral. On va vers un dépassement des nations, création d'une Europe supranationale, par palier certes, mais enfin c'est la finalité qui est... La perspective est là. La perspective est là, mais non seulement elle est là, car elle pourrait être là sans la rendre visible ou sans la rendre audible. Enfin audible, je veux dire, sans qu'elle soit exprimée oralement dans les campagnes. Non, elle était sous-entendue, mais fortement. Depuis le début des années, on va dire fin des années 90 et début des années 2000, on sent qu'on freine sur l'européisme et que l'expression de Cohen-Tanucci reprise et politisée par Jacques Delors sur la fédération d'États-nations, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un oxymore. C'est pas un oxymore de dire fédération et État-nation. Je veux dire que les pays se construisent pas en un jour, les espaces supranationaux se construisent pas en un jour, donc c'est une dialectique fédération. Mais pour moi, c'est pas oxymorien, contrairement à ce qui est dit parfois ici et là. Alors voilà, donc pour revenir
comme tu m'y invites plus près. Donc voilà, le passage. Alors, les arguments depuis 79, c'est toujours la paix, c'est toujours l'Europe sociale, avec un peu les mêmes arguments, un SMIC, etc. Voilà, une démocratisation de l'Europe, tant elle est perçue lointaine et éliminée des peuples, mais on se rend compte quand même que le centre de gravité politique de l'Europe politiquement, c'est quand même le centre droit. Et donc la gauche va s'interroger, et c'est ce qu'on va voir dans les référendums internes ou ailleurs, va s'interroger, mais c'est quoi l'Europe dans ce cas-là pour nous, puisque de toute façon c'est toujours la droite qui gouverne, et pire, on se, entre guillemets, corrompt, puisque finalement on fait une coalition à Bruxelles, on mène des campagnes électorales contre la gauche, et là, puis quand on arrive à Bruxelles, c'est d'ailleurs le débat encore aujourd'hui entre tel ou tel des candidats qui se réclament de la gauche, et mais avec qui vous allez être alliés quand vous serez là-bas? Adam. Il y a aussi la question adjacente, dans quel groupe vous serez. Mais plus globalement, voilà. Donc c'est la question. Et puis, n'oublions pas ce que j'appelle l'intrication qu'il y a entre l'Europe, enfin l'idée européenne, l'idée nationale et les stratégies internes aux nations, les stratégies politiques internes aux nations, car tout ça, dans la désignation des leaders, si on fait vraiment la lecture depuis 1979, on s'aperçoit que la vie politique interne, c'est souvent 1 an ou 2 ans après une élection, ou 1 an ou 2 ans avant une autre élection nationale, je veux dire, hein, je parle pas des élections locales, et donc qui conduit à amodier les discours, qui conduit à promouvoir des personnalités où on empêchait certaines, et le référendum interne en novembre, je crois, 2004, effectivement, alors c'est une bataille interne. La question d'ailleurs, est-ce qu'on aurait pu éviter, c'est une question que je me pose souvent, pas tous les jours, rassure-toi, hein, bon, mais peu souvent, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter, dans un comité directeur, finalement, comme on sait si bien et si mal le faire, trouver une synthèse. Et ce qui aurait évité, parce que naturellement, en plus, ça apparaissait quand même, on s'est analysé la vie politique comme une manœuvre dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007. Tout ça était clair. De part et d'autre, peut-être. Et d'ailleurs, les ruptures qui vont se faire sur le nom et à travers Mélenchon, Laurent Fabius et plein d'autres qui vont être les promoteurs du non au référendum, vont contribuer à la victoire du non, par effet de déstabilisation et par quantum de voix. Oui. Et donc, tous ces éléments-là... Et par division des troupes socialistes. Ah bah oui, une sur deux à peu près. Un électeur ou un sympathisant sur deux est allé vers le non, vers oui, pour des raisons, je dirais pas purement internes. D'ailleurs, la suite l'a montré, parce qu'après on se retrouve, mais enfin bon. Et, en tous les cas, momentanément, parfois interne. Oui. Alors, et c'est pas vrai seulement au Parti socialiste. Ici, à travers cet entretien, on se focalise bien sûr sur le Parti socialiste pour de bonnes raisons. Et néanmoins, ces batailles-là, notamment à l'intérieur du courant, on va l'appeler gaulliste, dans son histoire, est très forte. Oui, bien sûr. Et voilà. On n'a pas oublié les performances de Philippe Séguin. Alors, j'en viens quand même, puisqu'on parle des élections européennes, qui dit élection dit mode de scrutin. Oui. Certains l'oublient, mais c'est quand même un peu la base. Je sais que toi, tu ne l'oublies pas. On sait que le mode de scrutin en France, plus exactement le mode de scrutin aux européennes en France, a varié, avec des allers-retours d'ailleurs assez singuliers. Proportionnel national, 5%, le seuil de 79 à 2004. 2004, grand discours sur il faut rapprocher les députés européens du peuple, et donc on fait des circonscriptions relativement grandes, 8 de mémoire, en 2004, et puis tout récemment, dans le cadre de la nouvelle mandature, on revient au système précédent avec un retour sur une seule et unique circonscription nationale, avec le même seuil de 5%, d'ailleurs avec des arguments ambivalents, reprenant exactement les mêmes, mais à un sens inverse, de ceux qui avaient été avancés en 2004. Alors, ma question est double. D'une part, est-ce que ces allers-retours de mode de scrutin pour les élections européennes est spécifique à la France? Première question. Et deuxième question, est-ce que ces modes de scrutin
quand bien même les circonscriptions étaient d'abord nationales, ensuite régionales, n'ont-ils pas joué dans une certaine fragmentation des votes de nos concitoyens aux élections européennes, ce qui a contribué pour certains à l'affaiblissement de la place des différentes familles politiques françaises au sein des différentes familles politiques européennes. Donc deux questions qui sont assez lourdes. Oui, au moins 2 questions dans ta question, mais moi j'en ai vu au moins 4 ou 5. Je vais en ajouter une autre d'ailleurs, c'est qu'il faut toujours partir des traités dans ces cas-là. Que disait le traité de Rome en 1957? Outre un appel à ce qu'il y ait des élections européennes le plus vite possible, on attendra 1979 globalement à l'échelle de l'Europe de l'époque, et puis surtout l'harmonisation des modes de scrutin, c'est-à-dire l'idée c'était qu'il y ait le même mode de scrutin dans tous les pays d'Europe, avec une arrière-pensée proportionnelle. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Moi j'ai un souvenir personnel, donc la bataille déjà de 79 où la droite était au pouvoir, et donc la bataille chez les gaullistes l'emporte sur les giscardiens qui imposent la liste unique puisqu'on est représentants de la nation et non pas des régions, parce que le débat avait déjà commencé, donc bon, Giscard a dit ok, vous voulez une ligne nationale, il y a eu l'appel de Cochin, etc. Bon. Et donc cette idée-là, et d'autre part, souvenir personnel, donc en 82, bon, je suis conseiller technique au ministère de l'Intérieur Gaston Defferre, de 80 à 84, et je suis commis avec un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay à Bruxelles pour la négociation de l'harmonisation des modes de scrutin à l'échelle européenne. Nous y sommes toujours, hein, il n'y a pas eu d'harmonisation depuis. Hein, donc là, je te parle de 1982. Je m'en souviens très bien, dans la grande salle européenne. Et on avait vu naturellement André Schorder-Nagor, hein, qu'on avait comment dirais-je, un viatique, et c'était « les temps ne sont pas venus ». Mot d'ordre venant de l'Élysée très probablement, pourtant François Mitterrand très européen, mais oh là là. Donc on va voir à travers cette question des modes de scrutin le lent fonctionnement sur un aspect de la démocratie, en l'occurrence, et même presque, j'espère que je ne ferai offense à personne, le tabernacle de la démocratie qui est le mode de scrutin ou les modes de scrutin. Alors finalement, on va avoir des alternances sur longue période, plus ou moins, mais j'ai presque envie de dire, parce que regardons, alors, comme tu m'y invites d'une certaine manière, à regarder au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, c'est la grande diversité, avec quand même un principe, la proportionnelle, oui. Sauf les Anglais à un certain moment, et les Irlandais, je crois. Bon, donc, mais à l'intérieur de la proportionnelle, alors tout le monde sait, quand on est un peu ou beaucoup spécialiste des modes de scrutin, que l'imagination est très féconde par rapport au mode de scrutin. C'est un petit délice. Une fois qu'on a dit proportionnel, on n'a pas dit grand-chose. Parce que, on a créé une somma divisio quand même avec... oui, encore que en 83, on a montré avec le mode de scrutin qu'on pouvait être à la fois proportionnel à finalité majoritaire. Et voilà. Enfin bon, là, non, je me disperse un peu. Et donc, voilà. Donc, après, alors, il y a des différenciations sur les seuils, sur l'application, sur le nombre de régions, certaines régions n'étant que des régions administratives, si j'ose dire, puisque l'agrégat se fait au niveau national. Je pense que c'est en Allemagne et dans d'autres pays. Bref, on vote différemment, à des jours différents, avec des conditions de vote différentes, avec des seuils qui doivent osciller, je n'ai pas vérifié, mais entre 2 et 5%, etc., etc. Donc c'est la grande diversité de l'Europe. Et on le voit, si on prend cet item-là des modes de scrutin, on voit la complexité d'harmoniser. Je ne parle pas de l'harmonisation fiscale, alors là c'est encore plus compliqué, mais même sur une petite grande chose que forment le ou les modes de scrutin, la difficulté. Alors, je reviens un peu à nos histoires françaises. Tout à l'heure, on
brosser rapidement quelques-unes de ces élections européennes en France. Ce qui est marquant ces dernières années, tout de même, c'est que ces élections européennes ont souvent été, en France, le moment où ont émergé, de manière plus ou moins pérenne, des forces politiques qui, auparavant, n'étaient pas présentes, ou peu présentes, et certaines d'entre elles qui se sont inscrites durablement dans le paysage politique. Je pense évidemment au Front National, aujourd'hui Rassemblement National, qui apparaît, on le sait, d'abord à Dreux, la municipale partielle, etc., de 83, mais qui apparaît comme force nationale en 84, avec un peu près 11% même. Les Verts, qui apparaissent en 89, on l'a oublié, mais avec Antoine Vechter, qui lui aussi frôle la barre des 11%. On se souvient tous, quand même, certains d'entre nous en tous les cas, de 1994, avec la liste de Philippe de Villiers d'une part et la liste de Bernard Tapie d'autre part. On l'a peu souvent oublié, celle du RPF de Pasqua en 99, qui fait près de 13%, et de nouveau Europe Écologie Les Verts en 2009 avec 16%. Comment tu expliques ces moments en quelque sorte de surgissement de nouvelles forces électorales? Est-ce que c'est parce que on estime que ces élections européennes finalement n'ont qu'au peu d'enjeux et donc notre électorat se défoule en quelque sorte, on vote pour une autre force politique, ou est-ce que c'est le moment où apparaissent, où émergent des forces politiques qui disent peut-être quelque chose de la déstructuration progressive du quadripôle auquel tu faisais référence tout à l'heure, et donc une remise en cause du schéma classique des clivages en France, notamment entre la gauche et la droite, dont le dernier épisode aurait été l'élection présidentielle de 2017. Oui, alors, la réponse, disons, classique, c'est l'effet du mode de scrutin proportionnel. La proportionnalisation, c'est de compter des familles politiques et des sous-familles politiques. Donc, il n'y a pas la question du second tour, donc des alliances, donc c'est l'expression brute de fonderie, si j'ose dire. Bon, ben voilà, on a des idées, on a une formation politique émergente, et bien on va devant le peuple pour voir, on se compte. Ce qui est d'ailleurs la logique des choses, pour ça, ce que je faisais référence tout à l'heure à l'idée que, mais si on était unis, ben, oui, peut-être que ce serait mieux, c'est pas, je ne porte pas de jugement de valeur. Simplement, la nature même de l'élection européenne, c'est que sur l'Europe et bien d'autres sujets, on se compte. C'est une vérification en quelque sorte. Bon, certes, il y a les études d'opinion, mais ça, c'est important. Donc, il y a cela. Et puis, il faudrait regarder à chaque occurrence que tu as citée qu'il y ait un contexte local, enfin je veux dire national, donc local par rapport à l'Europe, et puis voir un peu ce qui précède. Et puis après, les personnalités. C'est-à-dire que là, des personnalités, tu as cité De Villiers, de Daniel Cohn-Bendit, Tapie, etc. Pasqua, Le Pen. Pasqua qui surgissent, mais ils surgissent, prenant Tapie, à la fois d'une manipulation politique pour empêcher Rocard d'être candidat en 95, voilà, mais ça voulait dire qu'il y avait un espace. Donc déjà, la tendance à la nouveauté, parce qu'on parle du dégagisme en 2017, mais le dégagisme, il est presque consubstantiel à l'histoire politique française. Alors, avec plus ou moins d'intensité, mais c'est toujours le renouveau qui est le thème, hein, changement, renouveau, etc. Puis on rebat les cartes, etc. Donc, et on renouvelle le changement. Il y a ces éléments-là, donc la recherche de personnalités nouvelles, toutes celles qu'on a citées, voilà. Et puis un thème quand même, parce que la personnalisation du pouvoir est un levier puissant, simplement à condition d'avoir un programme ou une idéologie derrière que l'on porte, qui est caché dans la société et qui se révèle à ce moment-là. Je pense à De Villiers. Alors, Cohn-Bendit, c'est différent parce qu'il y avait déjà le phénomène écologique antérieur, mais lui, n'oublions pas que nous sommes en 2009. 2009, c'est Sarkozy. Oui. Un parti socialiste en grande difficulté. Et qui sort du Congrès de Reims. Pardon ? Qui sort du Congrès de Reims.
il sort du congrès de Reims, il y a différentes affaires, plus en Belgique, il y a des problèmes conjoncturels liés à l'écologie sur les poulets, les trucs, etc. Et puis une personnalité politique, on va dire complète, l'art oratoire, le punchy, hein, l'art de la contradiction, la manière de se poser, et puis il est inscrit dans l'histoire française, en quelque sorte, par 68, qu'il incarne. Il est beaucoup plus jeune à l'époque que maintenant. Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais la matrice, quand même, c'est comment dirais-je, la proportionnelle, mais pas seulement nationale, puisque là, en 2009, c'est pas national, c'est régional. Absolument. Il fait un score extraordinaire en Île-de-France. Donc après, la sociologie est derrière, les CSP+, la jeunesse, la certaine, disons, pluralité culturelle de l'Île-de-France qui s'incarne bien dans les choses. Qui favorise cette politique. Ça favorise. Dans d'autres régions, il fait aussi des scores importants. Donc ça dilate un peu les choses et ça décorsette. Mais n'oublions pas aussi, et en conclusion sur cette question, c'est quand même d'abord que ces élections européennes apparaissent sans enjeu national. C'est dans le fond, pour l'électeur ou pour ceux qui vont voter, on y reviendra peut-être, c'est un coup d'épée dans l'eau. On peut faire des essais. On est dans l'éphémère, là. On peut être dans l'éphémère. Alors, l'éphémère peut devenir structurant, c'est arrivé parfois, mais pas toujours. Donc, on a là des espèces de sinusoïdes, des yo-yo, là, qu'il faut. Puis après, les forces disparaissent, les chasseurs qui disparaissent, l'aile Pasqua-Villiers qui se reproduit sur une ou deux élections, mais qu'on retrouve ailleurs. On voit bien que la droite des murs, comme on l'appelle aujourd'hui, elle est toujours là, etc. Alors, tu m'amènes justement à une autre question qui quand même est assez perturbante. Tout à l'heure, au début de notre entretien, tu faisais référence au taux de participation faible, globalement, de ces élections européennes. Avec évidemment la dernière occurrence de 2014 avec un peu plus entre 55 et 60% d'abstention en France. Le paradoxe de l'histoire, c'est que depuis quand même une bonne quinzaine d'années, les pouvoirs du Parlement européen se sont accrus notablement, donc avec une capacité d'action plus importante aujourd'hui sur le travail législatif de l'Union européenne, qui est singulièrement... Je ne sais s'il est compliqué, mais en tous les cas, il ne répond pas forcément à nos propres canaux, ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs. Et donc avec ce pouvoir du Parlement européen, qui est sans commune mesure aujourd'hui en 2019 avec ce qui était les siens en 1979. Comment expliquer cette permanence en quelque sorte et même cet accroissement d'une faible participation, alors même que les enjeux démocratiques en termes de pouvoir, d'incarnation et de travail législatif du Parlement européen sont de plus en plus importants et que par ailleurs, tu y faisais référence tout à l'heure, avec peut-être l'aspect historique de ces élections européennes qui pourraient être à la croisée, j'emploie le conditionnel, à la croisée des chemins. Alors, dans toute analyse politique, il y a des lignes de force. Hein. Il y a de l'économisme. Émeric, tu me permettras de dire que ton raisonnement est un peu entaché, entre guillemets, hein, d'institutionnalisme. Absolument. Mais je l'assume. Non, mais il fallait bien que de temps en temps on remène un peu d'institutions. Oui, mais les institutions, elles peuvent être des leviers, puisque l'idée c'est que ça devrait être un levier de participation, dès lors qu'elles seraient perçues. Or, l'ignorance des peuples, mais surtout en France, on a des études en 2014, j'espère qu'il va y en avoir dans le mois qui vient, sur la connaissance des règles du jeu et du fonctionnement de l'Europe. Les gens ne savent pas qui gouverne, si c'est la gauche, si c'est la droite, centre-droit, centre-gauche. Ils ne savent pas, la dernière fois, il y avait eu en tête de liste, je ne me souviens plus, l'allemand Schulz, je ne me rappelle plus, peut-être l'actuel... Juncker. Les deux Spitzenkandidaten. Quand on posait la question un mois avant l'élection, il y avait 50% des gens, ou même 60% je crois, qui ne connaissaient pas les Juncker ou Schulz. Bon, donc pour eux, c'est une nébuleuse. C'est un système aliénant, totalement aliénant. On est coupé
de cette réalité. Et s'y ajoute l'autre élément, alors qui lui n'est pas institutionnel, car c'est quand même l'impuissance, alors vraie ou fausse, parce qu'en plus, l'Europe ne sait pas vendre l'Europe, elle ne sait pas se vendre, au bon sens du terme. Et donc, à partir de ce moment-là, comme elle ne sait pas se vendre, et que les ennemis de l'Europe, ou les adversaires de l'Europe, ou les eurocritiques de l'Europe, sont très véhéments, et c'est, comme on sait, c'est toujours plus facile de dire non que de dire oui, eh bien, ce courant-là va. Et alors, avec une conversion particulière en termes d'abstention, c'est que, et ça nous ramène précisément au référendum, ma lecture en tout cas du référendum de 2005, j'avais fait d'ailleurs un article dans un bouquin collectif de la Fondation à l'époque, c'était à l'issue des élections européennes de 2004. Je me souviens que j'expliquais dans mon papier pour la revue politique et parlementaire que s'il advenait qu'il y ait un référendum, c'était un mois après, donc on est en juin 2014, s'il advenait qu'il y ait un référendum à forte participation, sous-entendu pas comme pour les élections européennes, nous verrions à travers le taux d'abstention des phénomènes, bon, etc. Je me souviens au secrétariat national, et d'ailleurs Hollande, qui avait déjà en tête l'idée du référendum interne, hein, pour des raisons internes au Parti socialiste, voilà, il m'avait arrêté, je me souviens très bien de cela, il m'a dit oui, bon, on verra tout ça. Donc il y a eu une relativement bonne participation au référendum de 2005 sur le traité européen, et donc tous les abstentionnistes sont allés, alors soit voter aussi pour le oui, mais aussi voter sur le fortement non. Pour le non. Alors, moi, ma question, c'est, dès lors qu'on voit que le Parti communiste accepte aujourd'hui l'euro, donc monnaie, que désormais le Rassemblement national accepte l'euro et, de manière tactique ou stratégique, on verra, la suite le dira, accepte l'Europe dans ses principes globaux, même si c'est une Europe des nations, etc. Mais bon, et qu'ils pensent que c'est en amodiant leur discours qu'on peut gagner des marges de marché électoral, c'est quand même que l'idée européenne, et c'est l'une des quand même des lectures, là, il y a plusieurs lectures d'opinion à faire sur naturellement l'Europe. Certaines vont dans un sens plutôt négatif vis-à-vis de l'Europe en termes de bilan, en termes d'action, en termes comment dirais-je, de dynamique européenne, plus d'Europe, etc. Et puis d'autres qui montrent quand même qu'il n'y a pas d'alternative à l'Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit pas l'alternative à cette Europe-là. Et puis, il y a la gauche de la gauche, notamment, ou la droite de la droite d'ailleurs, qui essaye, comment dirais-je, notamment pour la gauche de la gauche, à dire oui, mais cette Europe, un peu comme par rapport à la République, si j'ose dire. La République, elle n'est pas encore accomplie, loin s'en faut. Bon, un siècle et demi après, 1789. Bon, eh bien, dans l'Europe, on devrait dire, mais écoutez, laissez l'Europe venir. Est-ce que vous voulez casser le cadre ou travailler à l'intérieur du cadre? Alors, c'est bien la problématique. Et comme les choses sont rarement exprimées dans les campagnes électorales dans des termes aussi simples, dire mais attendez, c'est à l'intérieur, à nous de travailler, à nous de convaincre aussi. Pourquoi est-ce que c'est la droite qui est majoritaire en Europe? Rien n'est inscrit. On n'a jamais répondu à ça. Pourquoi la gauche est toujours minoritaire en France sur les élections législatives ou présidentielles? On répond jamais à ça. Bon, après des stages de formation, je veux dire, la première question c'est pourquoi? Alors, ah bon, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Avant de dire le comment, il faut dire le pourquoi, comme dirait l'autre. Il faut faire le bon diagnostic. Alors, j'en viens à mon ultime question, puisque tu parlais tout à l'heure de la force ou de l'incapacité des gauches ou de la gauche regroupée au sein du Parlement européen, au sein du PSE, etc. À quelques semaines du vote du 26 mai, quels sont les rapports de force à la fois dans l'Union européenne? On voit bien avec des situations nationales extrêmement contrastées. Je prends l'exemple des sondages qui sont sortis il y a quelques jours en Espagne d'une part et en Grande-Bretagne d'autre part, qui va sans doute du coup participer aux élections européennes. Sublime ironie de l'histoire. En tous les cas, on ne sait pas si des parlementaires britanniques élus
siégeront véritablement au Parlement européen, puisque la date ultime du Brexit a été repoussée à ce stade au 31 octobre, et puis également, évidemment, en France, avec des enjeux qui sont là aussi peut-être plus nationaux qu'européens d'ailleurs. Alors, sublime ironie de l'histoire, dis-tu à un moment, moi je dirais tragique ironie de l'histoire, parce que quand même, notamment, il y a un discours depuis 2005 qui est on ne tient pas compte du vote. Et là, s'il advenait qu'on ne tienne pas compte du vote Du du Brexit, référendum. là, c'est la crise de la démocratie. Donc, depuis 40 ans, hein, c'est un thème dominant, la défiance, la montée, tout ça. Bon, on pourrait reprendre dans des articles d'il y a 30 ans, 40 ans. Bon, Oui, même dans les années 60. Hein. Bon, personnellement, je pense que la démocratie, c'est tautologique de dire la crise de la démocratie. Par définition, aucun pouvoir ne peut remplir la demande sociale, donc elle est compressive et donc ça crée des dysfonctions. Bon, ok. Alors, aujourd'hui, donc à l'échelle européenne, la grande question est de savoir si, à l'issue des élections dans l'ensemble des 27 pays ou des 28, il y aura une majorité de gouvernement de l'Europe. C'est la grande question. Il y a une inconnue là-dessus quand même. La probabilité, c'est que ce soit le centre droit qui soit la force dominante d'une minorité, parce qu'il ne sera pas majoritaire, mais qui sera la force dominante, et alors, quelle sera l'attitude de certaines des minorités vis-à-vis d'eux, et le film se recommence à chaque fois sur des logiques de coalition, bien évidemment, et on dira, oui, mais dans la campagne, etc. Éternel retour, voilà, donc il y a cela, cette question-là. Alors, deuxièmement, nous sommes à la Fondation Jean Jaurès, probablement un affaiblissement de la social-démocratie qui décline déjà depuis 2 ou 3 scrutins à l'échelle de l'Europe, des partis qui se divisent, des partis qui deviennent exsangues, on parlera de la France tout à l'heure, mais suivez mon regard, etc., etc. Donc au total, ça va bien faire moins de sièges proportionnellement. Donc ça c'est vrai, la droite va aussi s'effriter sous la poussée des îles libéraux et de l'extrême droite, j'aime pas beaucoup le mot populisme, je l'ai, comment dirais-je, évoqué en 95 dans un article assez long du bouquin de la Sofresse 95, je commençais l'article « Un spectre hante l'Europe, le populisme ». Et j'expliquais le mésusage que l'on fait du terme et j'expliquais la force de du souverainisme. Moi, dans mes études, quand j'étais à Matignon, je voyais toujours qu'il y avait 30% des gens qui disaient, alors que l'Europe était déjà un peu fédérale dans certains domaines, 35% des gens disaient invariablement, enquête après enquête, un jour je les publierai, que non, la France seule, en quelque sorte, très maurassien, la France seule. Bon, revenons à ça. Donc tout ça va affaiblir aussi la droite. Donc on va avoir un affaiblissement des blocs centraux, centre-droit, centre-gauche, qui étaient, disons, l'assise de l'Europe dans ses institutions. Et là, s'il y a un effritement, comme c'est assez probable, de ces deux blocs ou de ces deux forces, c'est l'ensemble qui va vaciller un peu, qui peut tanguer un peu, et qui va obliger certaines de formations, soit écologistes, soit le courant socialiste, à aller au secours de l'Europe à travers une coalition. Et enfin, au niveau français, bon, on voit se dessiner à travers les multiples enquêtes d'opinion quand même des lignes de force assez nettes avec un duopole République en marche, Front National, qui devrait se maintenir. Alors à quel niveau? Je n'en sais rien, je ne ferai pas de pari pour savoir qui arrivera en tête. Pour l'instant, l'écart est beaucoup trop faible, et parfois même carrément à égalité, pour lancer. Et puis donc l'émiettement à gauche et quand même une droite faible. Droite dite parlementaire, autour de 13, 13,5, 14 pour le parti Les Républicains, plus les 5% ici de Dupont-Aignan, etc. Donc, mais à l'aune de la prospective, si j'ose dire, enfin,
d'où on vient 2017 et de la prospective vers 2022, qui est quand même le point d'aboutissement. Dans les têtes de beaucoup, disons. Dans les têtes de beaucoup, et surtout de certains, ces deux lignes de force, dès lors que l'on regarde le reste, quel mot vais-je employer, de fortes chances ou de forts risques pour certains, de se perpétuer jusqu'en 2022. Aujourd'hui, je ne signerai pas ce que je dis de manière absolue, contrairement à 2012, où j'avais bien perçu dès le début de l'été 2012 que le quinquennat se terminerait comme il s'est terminé, c'est-à-dire avec, à l'époque on disait une défaite assurée, et là, plus la non-candidature du président sortant. Donc là, on voit des lignes de force quand même qui sont à l'œuvre. On voit un bloc central toujours dans les élections européennes autour de 10%. Alors Simone Veil, c'était plus en 79, oui, mais globalement, disons dans la dernière période, il y avait toujours 10%. Une adjonction de la droite parlementaire ex-filloniste, là, qui apporte 5-8%, une bonne partie du PS, parce que si le PS est à 6%, ça vient. Et ils sont où les électeurs, l'ancien électeur du PS? Ils sont repartis sur Macron. Un peu sur Jadot. Un peu sur Jadot, mais Jadot, à l'époque, quand le PS était relativement fort, Jadot ne fait qu'un score normal, oui, comme on dit en typologie de la science politique, c'est un vote normal. Donc si c'est la vote normale, où sont les électeurs socialistes? Donc une bonne partie qui ont voté pour Macron, ça c'est pas dit, bon, ça, je ne sais pas si je serai coupé là-dessus, mais enfin on verra, mais ils sont en grande partie sur Macron. Ils sont en grande partie Macron. Plus l'aile centre-droit réel, plus le centrisme traditionnel, tout ça tourne autour de 20 à 23% pour l'instant, c'est ce qu'on observe. Et le Front National a toute raison, fussent-elles fausses, ces raisons, de se perpétuer à haut niveau. Observons quand même que par rapport à 2014, il n'atteint pas les 24 ou 25%, oui, c'est 25% en métropole. Et là, pour l'instant, il se situe au point moyen. Un étiage un peu bas par rapport à 2014. 21-22%, voilà, et voilà. Mais il n'y a pas d'autres petites forces, il n'y a pas de force nouvelle par rapport à notre discussion. Absolument. Tout à l'heure. Il n'y a pas de nouveauté à proprement parler. Et la nouveauté a eu lieu en 2017. Alors, c'était plus qu'une nouveauté, voilà. C'était une lame de fond. C'est pour le dire de manière gentille. En quelque sorte, 2019, en France, en tous les cas, pour les élections européennes, pourrait être finalement la suite logique de ce qui s'est passé en 2017. C'est en tous les cas, à ce jour, ce que l'on peut se dire pour conclure. Je signais, tu concluras, mais je signais les élections européennes du 25 mai 2014 en France, prolégomènes à 2017. Eh bien, est-ce que les élections européennes de 2019 sont le prolégomène à 2022, affaire à suivre. Merci Gérard pour cet entretien, et donc on se retrouve sans doute après le 26 mai pour voir si cette petite discussion a quelques effets, et surtout si elle se confirme par les votes du 26 mai prochain. Merci encore Gérard, à très bientôt. Merci à toi.